L'analyse macroéconomique repose sur des agrégats macroéconomiques. Une variable agrégée est une variable qui combine des données individuelles de ménages ou d'entreprises en un unique indicateur pour l'ensemble de l'économie. L'agrégat le plus important est le produit intérieur brut, le PIB. Il s'agit de la valeur de l'ensemble de la production de l'économie au cours d'une période donnée, typiquement un trimestre pour le PIB trimestriel ou une année pour le PIB annuel. On distingue deux notions du PIB, le PIB nominal et le PIB réel. Le PIB nominal est défini comme étant égal à la valeur de la production en euros. La croissance du PIB nominal peut soit être due à une augmentation du volume des biens produits, soit à une augmentation des prix de ces biens. Si on veut mesurer l'accroissement de la prospérité économique, seul le premier de ces deux effets, l'effet volume, nous intéresse. C'est là qu'intervient le PIB réel, qui mesure l'augmentation du volume de la production. Pour le calculer, on fixe le niveau des prix à un moment donné, par exemple en 2005, et on multiplie chaque année le volume des biens produits par le niveau des prix prévalents en 2005. Ainsi, la croissance du PIB nominal est égale à la croissance du PIB réel plus à l'inflation. Soulignons que les taux de croissance reportés dans la presse correspondent bien évidemment au PIB réel. Ce graphique représente l'évolution du PIB réel par habitant aux États-Unis au cours des 2 derniers siècles. Pour calculer ce PIB réel, c'est le niveau des prix de 2005 qui a été utilisé. Je rappelle que le produit intérieur brut, en anglais, cela se dit the Gross Domestic Product. Par conséquent, le GDP per capita, c'est le PIB par habitant. Lorsqu'on regarde cette courbe, on remarque deux choses. La première est l'extraordinaire augmentation du PIB par habitant. Nous avons atteint aujourd'hui un niveau de prospérité qui n'aurait même pas été concevable il y a 2 siècles. La deuxième est qu'autour de cette tendance de long terme à la hausse, il y a des fluctuations. La progression ne se fait qu'en dents de scie. Ces deux observations sont liées aux deux principales questions qui structurent la macroéconomie. D'un côté, la macroéconomie de long terme, qui cherche à savoir à quoi est due la croissance du produit intérieur brut. Et puis, il y a la macroéconomie de court terme, qui s'intéresse aux fluctuations du PIB. Malheureusement, faute de temps, nous n'allons pas pouvoir étudier les ressorts de la croissance économique. Je peux néanmoins vous dire que le principal moteur de la croissance à long terme est l'innovation. C'est grâce à l'innovation qu'à partir d'une même quantité de ressources, nous parvenons à produire toujours plus de richesses. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'innovation, cela ne tombe pas du ciel. C'est le fruit d'un environnement économique, politique et social favorable à l'innovation. Si vous brûlez d'en savoir plus, eh bien il ne vous reste plus qu'à suivre le cours de macroéconomie qui vous sera proposé en 2e année. Revenons aux fluctuations de l'activité économique. On pourrait penser qu'elles sont dérisoires par rapport à la tendance de long terme. Il y a néanmoins deux raisons de s'y intéresser. D'abord, les fluctuations du PIB se traduisent par des fluctuations du taux de chômage. Les récessions sont généralement caractérisées par un chômage de masse qui peut être absolument dramatique. Par ailleurs, comme nous allons le voir, ces fluctuations sont directement influencées par les politiques macroéconomiques. Une des principales questions de l'analyse macro est précisément de savoir comment utiliser les politiques monétaires et budgétaires pour stabiliser l'activité économique. Maintenant que nous avons vu la production mesurée par le PIB, intéressons-nous aux revenus. Pour simplifier l'exposition, on va supposer dans un premier temps que les ménages sont propriétaires du capital et que les entreprises louent ce capital aux ménages. Je rappelle que le capital correspond aux machines qui sont dans les usines. À l'échelle de l'économie dans son ensemble, les revenus perçus par les ménages proviennent du travail de ces ménages, proviennent de la location du capital dont les ménages sont propriétaires et proviennent enfin des profits économiques des entreprises dont les ménages sont actionnaires. Revenons sur chacune de ces trois composantes des revenus. D'abord, les revenus du travail, qui rapportent W, le salaire réel moyen dans l'économie, multiplié par L, l'offre de travail agrégée. Il s'agit de l'offre de travail de l'ensemble des ménages de l'économie. Ensuite, le capital, qui rapporte R, le rendement brut réel du capital. Il s'agit du coût de location de capital, multiplié par K, le stock agrégé de capital.
Il y a enfin les profits économiques qui sont égaux à la valeur de la production des entreprises, Y, le PIB réel, moins les dépenses d'entreprise, dépenses de salaire et dépenses de location de capital. Souvenez-vous que si les marchés sont parfaitement compétitifs avec libre entrée, alors ces profits économiques doivent être nuls. A contrario, si les profits économiques sont positifs, c'est que la concurrence est imparfaite. En réalité, les entreprises sont souvent propriétaires d'une bonne partie du capital qu'elles exploitent. En ce cas, le bénéfice comptable de l'entreprise est égal au profit économique dû à la concurrence imparfaite, plus au rendement normal sur le capital dont elle est propriétaire. Prenons l'exemple d'une compagnie aérienne. Si le marché du transport aérien est à peu près compétitif et qu'une compagnie loue les avions qu'elle exploite, alors ses profits seront à peu près nuls. A contrario, si une compagnie est propriétaire des avions qu'elle exploite, alors ses profits devront inclure le rendement normal généré par la propriété de ces avions. À l'échelle macroéconomique, on a toujours que la valeur de la production est égale à la valeur de l'ensemble des revenus de l'économie. C'est notre première identité de comptabilité nationale. En l'occurrence, l'intuition est simple. Chaque bien ou service produit doit bien appartenir à quelqu'un. Deux statistiques importantes sont la part du travail et la part du capital. Eh bien, figurez-vous que pratiquement depuis la révolution industrielle, la part du travail est à peu près stable et proche de 2/3. Cela signifie qu'à peu près 2/3 de la valeur de la production est empochée par les travailleurs. Le tiers restant constitue la rémunération des propriétaires du capital. Maintenant que nous avons vu la production et les revenus, intéressons-nous aux dépenses. Les dépenses agrégées sont constituées des dépenses de consommation des ménages, C, des dépenses d'investissement des entreprises, I, des dépenses gouvernementales, G, ou encore des exportations nettes des importations, NX. À l'échelle macroéconomique, on a toujours que la production est égale à l'ensemble des dépenses de l'économie. C'est là notre deuxième identité de comptabilité nationale. À nouveau, l'intuition est simple. Chaque bien ou service produit doit être acheté par quelqu'un, soit par un consommateur, soit par une entreprise, soit par le gouvernement ou encore par l'étranger. Comment est-ce que le PIB se décompose-t-il entre nos différentes catégories de dépenses? Eh bien, ce tableau répond à notre question pour les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Soulignons que les chiffres seraient très similaires pour les autres pays riches et industrialisés. Tout d'abord, nous avons la consommation qui représente pratiquement les 2/3 des dépenses. L'investissement ne représente qu'un 1/6 des dépenses, mais l'investissement est très volatile et donc important pour l'étude des cycles économiques. L'investissement peut se décomposer en plusieurs sous-catégories. Il y a les dépenses non résidentielles, il s'agit de l'investissement des entreprises. Il y a les dépenses résidentielles, qui correspondent à peu près à la construction de nos logements. Et puis enfin, il y a les inventaires, qui sont la différence entre la production et les ventes des entreprises. Il y a enfin les dépenses gouvernementales qui représentent 1/5 de l'ensemble des dépenses. Il s'agit là de l'achat de biens et de services par le gouvernement. Cela n'inclut pas les dépenses de transfert comme la redistribution des riches vers les pauvres ou les transferts des actifs vers les retraités. À long terme, les exportations et les importations ont tendance à s'annuler, si bien que les exportations nettes sont à peu près nulles. Une remarque. Je parle parfois d'investissement et parfois de stock de capital. Vous vous demandez sans doute quelle est la relation entre les deux. Eh bien, je crois qu'une équation mathématique s'impose pour clarifier les choses. En l'occurrence, l'équation d'accumulation du capital. Le stock de capital au temps t plus 1 est égal au stock de capital au temps t moins la dépréciation de ce capital plus l'investissement. La dépréciation du capital correspond à la diminution de sa valeur du fait du vieillissement. Par exemple, un ordinateur vaut de moins en moins cher au fil des années qui passent. En résumé, l'investissement est un flux, tandis que le capital est un stock. En conclusion, nous avons vu qu'à l'échelle de l'économie tout entière, la production était égale aux revenus et aux dépenses. Chaque bien ou service produit doit appartenir à quelqu'un et doit être acheté par quelqu'un. Soulignons que cela nous donne 3 façons de mesurer le produit intérieur brut. Ces identités de comptabilité nationale sont le socle de l'analyse macroéconomique.